Buonasera, bonsoir, good evening. Je pense qu'on va parler en français ce soir. Pour ceux qui ont besoin de traduction, il y a des petits appareils de traduction que vous pouvez prendre. Avant de commencer, je voulais évidemment remercier Miguel pour accepter l'invitation de parler ici et de vous demander de donner un très chaleureux bienvenue. Merci. Merci. Et je voulais aussi remercier UBS. En fait, c'est une continuation formidable de ces conversations avec la Fondation Bayerland. Un remerciement à Ernesto de Martio et à Jeffrey Chatelain. Un grand applaudissement pour eux. Évidemment, la Fondation Bayerland, Sam Keller, Isabella Mora et Angelica Bühler, qui sont tous ici. Et un grand remerciement va aussi à UBS, à Cléo Schultz et à Anna Meder. Et évidemment, Marie-Claude Pau du musée ici. Marie-Claude. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup de choses, mais on va surtout parler d'un très grand projet que Miguel a fait en fait à Basel, à la Fondation Bayerland, qui a encore été très peu documenté. Donc c'est une sorte de première que vous allez voir ce soir. Pour la première fois, une documentation. C'est une Gesamtkunstwerk, on peut dire, une œuvre d'art totale. Et on a pensé avec Miguel qu'il n'y aurait rien de plus formidable que de parler de ce Gesamtkunstwerk ici à Monaco, la ville où justement Diaghilev, avec les ballets russes, a connecté à ce Gesamtkunstwerk, puisque le projet vraiment de Bâle a fait une synthèse, a mis ensemble la performance, la peinture, la nourriture, aussi l'architecture, puisqu'il y avait une cave. C'était un projet dans l'esprit. Vraiment comme une opéra, non? C'était comme une opéra. Une opéra avec beaucoup de chanteurs. C'est une très belle définition. Et évidemment, ce projet ne se serait jamais fait sans Rose Chalalai Singh. Un très chaleureux bienvenue à Rose. Parce que Miguel et Rose ont beaucoup collaboré sur ce projet et on va en parler tout à l'heure. Mais je voulais commencer, avant qu'on parle de ce projet, par les commencements, Miguel. Et je pense que ça serait intéressant que tu nous racontes un tout petit peu comment tu es arrivé à l'art et comment l'art est arrivé à toi. Puisque tu m'as dit une fois, parce qu'on a fait beaucoup de conversations ensemble pour un livre qui va d'ailleurs sortir avec Actes Sud dans quelques mois. Et on avait cette règle du jeu qu'on a toujours fait des conversations dans ton atelier à Paris. Et chaque fois, tu as invité un des auteurs, un des écrivains avec qui tu t'échanges. Donc, il y avait Modiano, il y avait Jean-Luc Nancy. Et dans ces multiples conversations, tu m'as dit que ça a commencé très tôt, que ta mère t'avait donné des aquarelles à 8 ans, je pense. Ma mère peignait à l'huile, faisait de peinture au plein air, comme c'était la mode aux années 50 et 60. Avec un chevalet, il peignait les amandiers en fleurs et les paysages de Majorque. Et puis ses amis étaient des peintres de Majorque. Alors je voyais... Et comme j'étais plutôt très doué, ils m'ont donné une boîte d'aquarelle quand j'avais, je sais pas, 3 ou 4 ans. Mais avec cette boîte d'aquarelle, je finis très vite. Et puis ma mère, quand mon frère est né, elle m'a donné cette boîte de peinture à l'huile. Et son chevalet, l'étoile et tout, et ma mère n'a pas pu peindre jamais. Elle m'a cédé ses affaires. Enfin, j'ai commencé à faire la peinture très tôt, avant d'avoir je sais pas, de radiocassette ou d'appareil photo. Rien, tu sais, alors je pense que mon attachement à la peinture vient si tôt parce que c'est le premier truc que j'ai eu. J'avais que ça et des trucs de pêche. Alors, c'est les deux choses que je savais faire, que j'ai appris à faire très tôt, c'était pêcher de poulpes, de mérous, et puis je nageais très bien depuis que je suis très petit. Alors, j'ai pêché, j'ai peigné vraiment à un âge un peu, je sais pas, avant d'avoir 10 ans, pour moi, c'était assez naturel. Et puis ensuite, je ne fais que suivre ces fils. Je n'ai même pas décidé, je vais faire ça. Je le faisais déjà. Ensuite, tu vois, je me rappelle surtout de cette frustration de que les tableaux ne rassemblaient pas à ce que je voyais dans les livres. Je voulais faire quelque chose, et puis ce que je faisais était tellement différent. Je pensais que ce n'est même pas de la peinture. Et c'est bizarre parce que ce sentiment que j'avais quand j'avais 12 ans, je l'ai encore maintenant tous les jours. Je regarde mes tableaux et je pense, est-ce que c'est cette merde? Et ce qui est fascinant, c'est que tu m'as dit aussi une fois qu'au même âge, comme ça, quand tu avais
les premières aquarelles, tu avais ton premier héros. Et le premier héros n'était pas... Mon premier quoi? Héros. Et Oui. ce premier héros n'était pas un peintre, mais c'était Walt Disney. Oui, ah oui, quand j'avais 10 ans ou 9 ans, j'étais un super fan de Walt Disney. Et quand Walt Disney est mort, j'ai pleuré, j'étais très malheureux. Et puis je pensais heureusement qu'ils ont surgelé, qu'il pourra être ressuscité dans quelques années. Mais tout de suite après, presque sans solution de continuité, mon héros est devenu Picasso déjà. C'est-à-dire entre les 10 et 12 ans, il y a eu une énorme métamorphose dans mon monde. Mais c'est-à-dire Walt Disney, pour moi, c'était la plasticité totale. Et encore maintenant, quand je vois le travail de Walt Disney en noir et blanc des années 50, 60, ça crée, tu vois, il y a une puissance émotionnelle très forte qui a perdu beaucoup plus tard après avec toutes ces choses très produites. C'était vraiment très, très fort. C'est-à-dire, ce n'était pas que Walt Disney, il y avait toute son équipe de gens qu'après j'ai appris à reconnaître qui était derrière, quel man dessinait. Mais c'était quand même quelques artistes très intéressants qui travaillaient. Et tu sais, bien sûr, pour le cerveau d'un enfant insulaire de 10 ans, c'était une bombe, ça. Et après, à la rencontre avec... Il y a Miro aussi, qui Oui. entre assez tôt dans ton univers. Et ça serait intéressant de parler un tout petit peu de C'est-à-dire que Miro. dans une île comme Majorque, c'est une île très conservatrice, dans l'Espagne de Franco, très endormie, avec le premier tourisme qui arrivait, les seuls artistes qui était comme une seule lumière dans le noir, c'était Joan Miró. Tous les amis de ma mère, c'était ces peintres passéistes, tu vois, que j'ai appris. C'était des gens très aimables, que j'aimais beaucoup, mais qui n'avaient aucun intérêt. C'était comme des gens qui auraient pu vivre 50 ans plus tôt, exactement pareil, ou 100 ans plus tôt. Tu vois, ils faisaient une peinture en 1960 comme ils auraient pu faire en 1930. Alors, Joan Miró était quelqu'un qui brûlait ses tableaux, qui faisait, tu vois, ces choses très... Il essayait d'être radical. Et je suis allé voir son petit-fils, David, était un ami à moi de Palma quand j'avais 15-16 ans. Et quand il s'est marié, je pense que j'avais 16 ou peut-être 17 ans quand David s'est marié. Et le seul galeriste qu'il y avait à Palma à cette époque, qui s'appelait Dawal Set, la galerie, Ferran Cano, il a offert comme cadeau de mariage une œuvre à moi. Et mon œuvre, c'était un bottin de téléphone, vous voyez ces livres, les annuaires de téléphone, que j'avais trempé dans la peinture plusieurs fois, puis c'est devenu comme un... Et ensuite, j'avais sgraffié, puis j'ai fait des dessins avec des dripping, enfin, c'était un objet, livre-objet. Et Miró a beaucoup aimé ça. Et puis de tous les cadeaux de mariage, que ça devait être, j'imagine, je ne sais pas, des assiettes et des choses comme ça, Miró a trouvé ça fascinant. Et David lui a dit, mais c'est un ami, un jeune artiste de Felanitx. Et Joan Miró dit à David, dis-lui de venir me voir jeudi à 11h. Alors, tu sais, comme ça, pour moi, d'aller voir Miró, c'était une très grande affaire. J'étais très, très, très timide. Et ensuite, je fumais de hashish, ce qui me rendait encore plus timide. Tu vois, j'ouvrais pas la bouche, j'étais vraiment comme ça avec mes cheveux longs qui me couvraient la tête comme les Christ de Velázquez. Vous voyez les Christ de Velázquez? Alors je suis allé voir Miró à l'heure pile à son atelier et Miró était aussi extrêmement timide. Alors entre les deux, il n'y avait que nous deux. Et lui il disait rien et moi je disais rien. Mais on a passé 3 ou 4 heures ensemble. Et je pense que Miró se sentait très à l'aise avec moi, tu sais, parce que... Et moi, j'étais aux anges, j'ai regardé tout. Tu vois, j'ai regardé comment il posait ses pinceaux, comment il nettoyait les chiffons pour nettoyer... Il y avait un ordre, désordre, comment il dessinait sur les murs. Je pense que j'ai appris la moitié de tout ce que je sais dans ces 3 heures que j'ai passées dans l'atelier de Miró. Et puis, quand il m'a montré le tableau qu'il y avait... une petite tâche. Il m'a dit, j'attends que quelque chose se passe. Et je comprenais très bien, tu sais. Et puis, il y avait un chat momifié qu'il avait trouvé dans son beauté, une nouvelle maison qu'il a achetée, il y avait un chat momifié. Il avait épinglé ce chat sur une espèce de grande toile, comme, je ne sais pas si c'est devenu une œuvre ou pas, mais il était là, ce chat momifié, épinglé. Alors, c'était très impressionnant. Et puis, des fois, il n'y avait rien, il attendait, tu vois, il disait deux fois un peu. Et puis, on se comprenait presque par télépathie. Et on a passé 3 heures comme ça. Ça devait être étonnant pour s'il y avait eu un spectateur, parce que c'était
deux gars plutôt pas très grands qui disaient rien. Et ensuite, il m'a dit, on va chez ma femme, boire un thé chez ma femme. Et c'est sa femme, c'était une maison bourgeoise comme chez ma grand-mère, mais il y avait un tableau de Juan Gris et un petit tableau de Picasso des années 20. Sinon, c'était les mêmes choses qu'il y avait chez ma grand-mère, tu sais, ces sortes de choses, une maison de Majorque typique. Et là, on a bu un thé et Miro m'a dit qu'elle travaillait molt. Il m'a dit, il faut travailler beaucoup. Il m'a dit ça 5 fois. Il faut travailler beaucoup, avec ces petits points comme ça. Il faut travailler beaucoup. Il m'a dit ça 3, 4, 5 fois. Et j'ai essayé de dire, mais je travaille beaucoup, je ne fais que ça. Mais il a répété, alors j'ai compris qu'il se le disait à lui-même, tu vois, c'était un... Et voilà. C'est super joli et très beau aussi le silence, hein, parce que c'est en Oui. fait Cartier-Bresson qui m'a dit, quand je l'ai rencontré la première fois, il m'a dit qu'il allait souvent voir Bonnard. Et quand il est arrivé dans le studio de Bonnard, Bonnard ne parlait pas, mais ils ont juste télépathiquement communiqué dans le silence, d'une certaine façon. Et en fait, il n'y a pas grand-chose à dire dans un atelier, n'est-ce pas? Parce que tout est déjà là. Mais il est arrivé une fois, parce que j'ai maintenant enregistré, je ne sais pas, peut-être 4000 heures de conversation avec les artistes et les philosophes. Je suis une fois allé chez Gadamer, qui était le philosophe très âgé, élève de Heidegger, et il avait 99 ans. Et il était dans cette maison à Heidelberg, et environ une demi-heure passée dans l'interview, il s'est endormi. Et c'était assez difficile puisque je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas réveiller le vieux philosophe. Donc moi, j'ai juste attendu patiemment. Et genre, après une dizaine de minutes, a sonné le téléphone. C'était avant les mobiles téléphones, il y avait encore des lignes fixes. Et donc, le téléphone qui sonne. Et évidemment, il se réveille, il répond. Il dit Gadamer, il dit je suis dans une interview. Et il a tout de suite compris ce qui s'était passé. Il m'a regardé, il a dit vous auriez du grand mal à transcrire mon silence. Mais l'autre chose qui s'est passée, c'est évidemment pas seulement le silence, mais c'est ces questions dont tu m'as parlé une fois avant, que Miro t'a parlé du hasard, non? Oui. C'est quelque chose qui est très important pour toi, par exemple avec les termites. Est-ce que tu peux parler un peu de ta collaboration avec le hasard? Oui, le hasard, c'est-à-dire pour un peintre, accepter que le hasard fait des choses, c'est une espèce de grande leçon d'humilité, qu'on accepte que les choses se font. On décide un peu, mais on décide peut-être en 3%, et les 97%, c'est décidé par le hasard. Et si on accepte ça, c'est déjà... Et vous savez, il y a quelques années, à partir de 96 et 97, j'ai passé beaucoup de temps en Afrique, au Mali, chez les Dogons, au milieu c'est la falaise de Dogon. Et là, je suis arrivé, au début, je suis arrivé à Gao, au bord du fleuve Niger. C'était magnifique. Alors, j'avais fait des aquarelles superbes, j'étais tout content. Et je suis parti en voyage et quand je suis arrivé, les termites avaient mangé mes aquarelles, il ne restait presque rien. Tu vois, il n'y avait que des trous. Alors, j'étais très malheureux. Je pensais, j'ai travaillé 2 mois et j'ai que des papiers avec des trous partout. Après, j'ai dit, bon, ils n'ont pas mangé là où il y avait la peinture, parce qu'ils n'aimaient pas la peinture, alors ils ont mangé à côté. Et après, je me suis dit, c'est peut-être mieux avec les trous. Et j'ai commencé à me dire, je les ai continués. Finalement, j'ai fait quelque chose avec ça, et j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux que ce que j'avais fait avant. Alors ensuite, j'ai commencé à laisser des papiers, des carnets, de bois pour les termites. Et puis, bon, j'ai même donné un nom qui s'appelle xylophagie. C'est comme une xylographie faite par des insectes xylophages. J'avais même un petit projet de systématiser ça, de faire des éditions de xylophagie. Et puis, ça, c'est une de hasard, il y en a tous les jours. C'est un peu mon fond de commerce, les hasards, disons. Et il y a aussi le temps, il y a le hasard, mais il y a le temps. La force de la gravité, c'est une forme de hasard, non? Les stalactites, les stalagmites. Et ça nous amènera après à ce dont on va parler au cas. Mais avant ça, je voulais te demander un peu sur le temps, puisque tu as cité aussi une fois, dans une conversation qu'on a eue, tu as cité Goya, qui disait « Tiempo también pinta ». Tiempo también pinta, oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ça? Le temps peint aussi. C'est-à-dire que Goya, quand il était vieux, il a vu que ce tableau changeait d'une certaine... Il a dit le temps, mais aussi il peint. Et ça, bien sûr, c'est une phrase très mystérieuse. Ça veut dire que le tremblement de la vieillesse, c'est quelque chose de rajouté à son œuvre, mais ça veut dire aussi que le temps finit par finir les choses qui ne sont pas finies. C'est-à-dire les choses qui sont, ces tableaux qui n'étaient pas finis, ils sont finis par les regards, par notre temps vital à nous. Goya, c'est un des tout premiers artistes qui a laissé l'œuvre
pas fini complètement, pas léché comme Goya, c'est un artiste de ses contemporains, c'était, je sais pas, Watteau ou Fragonard, des artistes qui finissaient jusqu'à, s'il restait un petit Goya, il laissait les tableaux non finito. Ça, comme Picasso a fait tellement de fois. Et ça, c'est le temps qui finit ça. Et le temps, c'est nous, c'est les autres. Oui, et ça, c'est très bien. C'est comme beaucoup de choses de Goya, c'est un grand mystère. C'est la phrase aussi, Goya, c'est un mystère même, sa sexualité, tout Goya est un mystère. Et c'est très, comme tout grand artiste, c'est un mystère. Et après, il y a aussi, avec le temps, évidemment, cette idée dont on a beaucoup parlé, la différence entre la photographie et la peinture. Et j'étais une fois chez Helen Levitt, la grande photographe à New York, et c'était une sorte de trialogue, puisqu'elle ne pouvait que parler en présence de son chat. Donc il y avait elle, et au milieu de la table, il y avait une lumière qui chauffait, et donc sous la lumière, il y avait le chat. Donc c'était une sorte de trialogue, non? Et elle parlait beaucoup de cette idée de la mortalité, la photographie et la mortalité. Oui, Toi, tu m'as dit une fois que les gens peints ne meurent jamais. Ben, c'est-à-dire, quand tu vas dans les musées, et quand tu vois un livre de Sandor ou de Cartier-Bresson, tu dis, ils sont tous morts. C'est la première chose que tu te dis, ces gens, ils sont plus ils sont pas parmi nous, ils sont plus parmi nous. Quand tu vas au Louvre, au Prado, et tu vois ces portraits, ils sont pas morts, ils sont là. C'est comme et tu vois, c'est ça qu'ils ont découvert, tu vois, en Égypte, les Coptes qui ont commencé à faire ces visages qui couvrent c'était une chose contre la mort, parce que cette image, c'est une manière de rester. La peinture, c'était inventé pour faire ça, pour faire cette sorte de lutte contre la mort. C'est une astuce, comme une espèce de trampantojo, non, contre la mort. Les portraits, tu vois, cette idée de transmuter ça en peinture, c'est la chair devient chair, c'est une forme d'animisme. Mais la photographie, c'est une autre. La photographie, c'est une forme de peinture, mais c'est une forme mortelle de peinture. Mais c'est une différente technique, comme tu sais, la photographie, la lithographie, la sérigraphie, tout ça, c'est des inventions du 19e siècle, et c'est des techniques. Et la peinture, c'est une affaire très ancienne. On parle de beaucoup de millénaires, de 40 millénaires, quand on parle de peinture. La photographie, c'est une affaire du XXe siècle, comme la cinématographie, c'est un truc de 100 ans. Et Panofsky, évidemment, disait toujours Panofsky disait que le futur s'invente avec les fragments du passé. Oui, et pour cette raison, je me suis dit que c'est intéressant qu'on commence un peu par des choses du passé qui t'ont inspiré. Évidemment, une chose principale du passé, pas du passé proche, mais du passé lointain, sont les caves. C'est Chauvet, c'est Altamira, c'est Lascaux. Et ça nous ramène après, en fait, à Basel, parce qu'évidemment, tu as créé une cave à Basel, mais je voulais savoir un peu comment ton intérêt à ces caves a commencé, puisque tu as dit, en fait, les caves sont les endroits d'où les images forment, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'au début, je pense qu'au début, je faisais la peinture déjà aux années 60, 70, et puis aux années 70, je suivais un peu, je faisais des choses avec de viande qui pourrissait, de boîtes avec des choses en transformation quand j'étais très jeune, disons. Et puis au début de 80, quand j'ai commencé à faire de la peinture, des images, je me suis dit qu'il y a une relation avec le temps, la peinture qui est un peu paradoxale, c'est-à-dire que l'histoire de l'art n'est pas une chose chronologique qui se suit. C'est-à-dire que des fois, l'avant-garde, tu le trouves, les prochains pas, tu le trouves il y a 30 000 ans. Tu ne le trouves pas dans des choses d'avant-hier. C'est-à-dire les choses d'avant-hier, ils n'ont aucun intérêt. Et j'avais cette sensation à Barcelone quand je voyais les peintres post-minimal ou conceptuel, que je trouvais ça tellement ennuyeux, tu sais, comme ennuyeux, parce que j'avais déjà vu ça 1000 fois ailleurs, et c'était quelqu'un qui faisait la même chose que son voisin avait fait. Alors j'allais au musée d'art roman, et c'était lumineux, tu vois, il y avait quelque chose Et puis, quand je suis allé à Altamira la première fois, je pense que c'était en 1982, à la grotte d'Altamira, je me suis dit, c'est mes frères. Je me découvert quelque chose comme si c'est moi. J'ai eu le même sentiment au Mali quand je suis arrivé chez les Dogon. Je me suis dit, mais c'est chez moi ici. C'est comme si c'est moi qui avais pensé cet endroit. Tu vois, je me suis senti chez moi. Et puis dans les grottes d'Altamira, j'ai pensé, c'est mes frères, c'est des gens. Et puis j'ai commencé à visiter ces grottes au début des années 80.
Et puis j'ai commencé, j'ai vu que ça ressemblait à ma peinture, tu sais, ces reliefs, ces sortes de... Et puis même cette image de l'animal qui revient, c'est aussi une constante de mon travail. Et après, je me rappelle, on était dans ton atelier, on a regardé toute cette recherche que tu as faite sur Chauvet, et il m'a semblé que Chauvet t'a encore beaucoup plus donné que Altamira et Lascaux. Donc ça serait intéressant d'entendre un peu plus sur cette épiphanie avec Chauvet. Bah, Chauvet, on va passer à une petite vidéo sur Chauvet. Chauvet, c'est la grotte plus ancienne, la grotte ornée, avec des peintures plus anciennes qu'on connaît sur la Terre. Il a 36 000 ans. Alors il faut se dire Altamira, Lascaux, Pechmerle, ces grottes, ils ont 15 000 ans, 14-15 000 ans. Chauvet a 36 000. C'est énorme. Il y a plus de temps entre Chauvet et Lascaux qu'entre Lascaux et nous. C'est-à-dire ça se perd dans la... il devrait y avoir une vidéo, il n'y a pas. Ah mais non, voilà. Ici regardez comme c'est beau l'endroit. Quelqu'un me disait que les grandes grottes, c'est toujours dans de beaux endroits. Découvre l'entrée d'une grotte fermée par un éboulis. Alors peut-être ça c'est la grotte. La grotte recèle de très nombreux points rouges et plus de 400 dessins et peintures représentant 14 espèces animales, avec une qualité artistique et une maîtrise technique exceptionnelle. L'essentiel du bestiaire est composé d'animaux redoutables, peu ou jamais représentés dans l'art paléolithique. Ces animaux sont dangereux. Le mammouth, le rhinocéros laineux, l'ours et le lion des cavernes. Les rhinocéros. À la stupéfaction générale, les datations au carbone faites sur les peintures révèlent que ces œuvres ont été réalisées il y a 36 000 ans. Les peintures de la grotte Chauvet sont l'un des plus anciens témoignages artistiques de l'humanité. Cette découverte bouleverse toutes les idées reçues. Les peintures et les dessins sont beaucoup trop fragiles pour permettre au public de visiter la grotte. Il a donc été décidé de construire à quelques kilomètres de là une réplique monumentale, la caverne du Pont d'Arc. Cette construction restituera l'atmosphère de la grotte et abritera la copie grandeur nature des œuvres. Pour accompagner ce projet exceptionnel, un comité scientifique a été mis en place. Il est composé de spécialistes de la préhistoire et d'une figure majeure de l'art contemporain, le peintre et sculpteur catalan Miquel Barceló. C'est un des grands chocs esthétiques de ma vie, si ce n'est pas le plus grand. C'est très étonnant parce qu'une œuvre qui est la plus ancienne de l'humanité, c'est celle qui a la capacité, cette capacité d'interrogation la plus grande. C'est magnifique, ça. Voilà, ça c'est la copie. Régulièrement, l'équipe scénographique vient dans les ateliers, valide le travail en cours. Une remise en question parfois difficile pour les faussaires. Aujourd'hui, c'est Miquel Barceló, membre du comité scientifique, qui les accompagne. C'est un peu sec. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est le côté humide, tu ne vas pas laisser le Moi, je veux dire la vérité. Il faut qu'on le règle. Vous m'avez appelé pour ça. Alors... Il faut qu'on règle le problème Non, le problème de l'humidité, malheureusement, on ne peut pas le régler ici. Ah, je pense que oui. Si on pourrait faire un essai, je pense qu'on... Essaye de prendre un peu d'acrylique et de stamper le fuseau mélangé avec ça. Même si ça bouge un peu. Parce que c'est toujours un peu sec, comme un peu trop poudreux. Quand ça reste poudreux, on reste côté pastel. Et puis à Chauvet, c'est pas la peine de voir, c'est mauvais. Parce qu'il fait cette estompe qui... Il faut voir l'original. Le fond et l'image devient la même chose. C'est parce que vous utilisez c'est limon de reste de grattage pour mélanger à la... C'est ça la chose. Oui, oui. Mais ce qui fait que c'est assez difficile à imiter, à mon avis, c'est que la grotte, elle, est humide. Il n'y a rien à faire, elle a 98% d'humidité, donc on baigne dans l'humidité. Bah, vous voyez le problème. Moi, ça me semble très équilibré, c'est très juste. C'est difficile de faire des choses parce qu'ils projettent des images plates sur des choses en relief. Alors, ici est rond
Il n'est pas rond, l'expression est différente. Il a deux expressions, l'expression n'est pas la même. C'est comme si tu regardes un, il est fâché, l'autre, il veut manger de l'herbe. C'est pas la même expression, tout simplement. Pareil, tu peux venir m'embêter à mon atelier un jour, tu m'auras. Les faussaires, ils ne m'ont pas beaucoup aimé. Non, parce que même, je me sens très gêné de faire ça. Ah oui, non, vraiment. Bon. Donc il y a une chose dans... C'est-à-dire, c'est dur d'aller dire à ces gens qui font ces copies comment ils doivent faire. Mais c'est vrai que c'est étonnant de voir qu'ils n'y arrivaient pas. Ils n'y arrivaient pas. Et il y a regardez, cet hibou qu'on a vu, cet hibou, il est fait avec les doigts sur de l'argile fraîche, de l'argile qui couvre les parois. Et puis c'était juste une catastrophe quand ils l'ont copié. C'était un truc... Alors une fois, on a fait un essai. C'est comme si tu dessines si tu mets la bouée sur les verres et ensuite tu dessines avec les doigts. Et alors j'avais fait un essai sur un mur avec de l'argile fraîche. Je l'ai fait d'abord un peu lentement, et c'était 12 secondes. Après, je l'ai fait normal, c'était 9 secondes, et à chaque fois, c'était 9 secondes. Alors, je pense qu'il y a 36 000 ans, l'artiste de la grotte Chauvet, il a utilisé 9 secondes pour faire l'hibou. Il a fait les deux ailes, la tête, les deux pointes, les oreilles, et puis avec les doigts comme ça, il fait tchac, les plumes d'à côté. Et ça, c'est le hibou qui tourne la tête, parce qu'il est de dos et il tourne la tête comme il peut faire le hibou. C'est-à-dire que l'artiste, il montre la caractéristique principale de l'hibou, c'est de pouvoir se tourner 360 degrés. Et puis on ne peut pas faire ça lentement, il faut faire ça comme il a fait, si on veut faire une restitution. Mais je trouvais enfin, la restitution, ce n'est pas important. Ce que c'est beau, c'est de se dire, c'est encore une affaire de temps, que ces 9 secondes d'il y a 36 000 ans, ces petites capsules de temps qu'on retrouve ici maintenant, n'est-ce pas, de 9 secondes pour faire l'hibou. Et ça, je trouvais que c'était assez remarquable. Non, mais je pense qu'il y a tout à apprendre dans ces endroits. C'est quand même... On se dit pourquoi ces gens faisaient ces œuvres d'art, c'est pour les mêmes raisons que le fait maintenant. C'est la même pulsion qui nous... Et puis la relation avec un animal qui peut te tuer, tu vois, comme ces lions, ces rhinocéros. Ensuite, les relations avec les chevaux, c'est très étonnant parce que c'est comme si faisait le portrait de ces gens ici. Chaque cheval a un âge. Et il y en a qui sont mieux nourris que d'autres, tu vois. Il y a une jument jeune, et tu le vois dans en parents, c'est très étonnant. Et ça, c'est très différent de Lascaux, non? Puisque oui, à Lascaux, c'est générique. Il y a une répétition générique. Oui, à Lascaux ou à Altamira, tu vois un bison, c'est magnifique, mais c'est le même bison. Oui, c'est ça. Alors que là, il y a 10 chevaux, ils sont tous différents. Et ça, c'est très étonnant. Plus tu vas en arrière, c'est comme si l'avant-garde, c'était en arrière. C'est-à-dire, il n'y a pas de progression, il y a une progression à l'envers. Et ça, c'est vraiment encourageant. Et l'autre chose, c'est je ne sais pas le mot en français, c'est empathy. Empathie, oui, l'empathie, oui. Parce qu'il y a quelque chose, vu la crise écologique que la planète vit, il y a quelque chose que nous avons perdu, c'est cette empathie avec les animaux. Et c'est quelque chose que tu as beaucoup dans ton travail et que tu m'as dit bien d'une certaine façon. Oui, et tu te rappelles qu'on en parlait avec Jean-Luc Nancy, le philosophe. Et puis je lui disais peut-être maintenant ce grand amour pour l'animal, le véganisme, l'animalisme, c'est un retour de cette empathie pour le monde animal. Et Jean-Luc Nancy nous a dit, mais non, c'est la perte d'humanité. C'est la perte totale d'humanité. Alors on veut respecter l'animal parce qu'on ne le comprend pas. On n'est pas capable de le tuer, on n'est pas capable de le manger, on n'est pas capable parce qu'on ne se sent pas nous-mêmes comme des animaux. Et ça, je pense qu'il avait tout à fait raison, Jean-Luc Nancy. C'est une déshumanisation totale, et c'est pour ça que l'explication comme on ne peut pas accepter la tauromachie, les sacrifices rituels, ou même tuer un poulet pour être mangé. Et puis ça, c'est quelque chose que tu vois à la grotte Chauvet, comment ces gens étaient mangés par les léopards ou par les ours de caverne. Dans une grotte à Malaga, la Pileta, que j'imagine que Picasso a dû visiter quand il était jeune, tu marches dans la grotte pendant une demi-heure et tout au fond, il y a un grand poisson magnifique, c'est l'image principale. Mais dans ces chemins, il y a un petit trou où tu vois qu'il y avait un homme caché pendant, je ne sais pas quand, et puis les ours, ils ont essayé de le sortir. Il y a des griffes d'ours partout parce qu'ils voulaient sortir cet homme qui était caché avec des feux. Comme si tu veux sortir un escargot de sa coquille. Tu vois,
Alors, c'est une histoire qui est mal finie, parce que l'ours a tout son temps. Et avant qu'il a sorti son petit bigorneau de la coquille. Et c'est une histoire terrible. Mais c'est très beau parce que tu vois ça, c'est tragique. Et ensuite, au fond, il y a ces poissons majestueux comme un grand saumon, mais de 2 mètres, avec un œil grand comme ça, au fond de la caverne. C'est la seule grotte où il y a un poisson comme animal principal. Et les poissons, évidemment, il y a beaucoup dans ton travail. Et cette empathie avec les animaux, je me rappelle par exemple la plus dernière expo de toi que j'ai vue, c'était cette année, c'était au mois de mars que j'ai vu, au février, à Madrid. Il y avait une exposition qui s'appelait Vie de Octopus. Ah oui, oui. Et tu as dit que tu mènerais d'une certaine façon la vie de Octopus. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Une vie de poulpe, oui, parce que les poulpes, c'est le seul animal marin qui construit sa maison et qui ramasse des objets avec la fonction de faire s'approcher de petites crevettes pour se nourrir. Et puis j'aime bien cette idée qu'on passe la journée cachée, puis la nuit travaille, non? C'était comme une vie de poète un peu. Regardez, ça c'est à Genève, à Bâle. C'est notre grotte à Bâle. C'est qu'on a fait avec Rose, avec Isabelle, avec la Fondation Baylor il y a quelques semaines. Ça, c'est le début de la préparation des outils pour la peinture. Et puis ça, on a fabriqué une espèce de grotte en papier, un peu dérisoire, mais c'était un peu... Et c'est une grotte qui occupe les sols et les plafonds. Oui. Et donc, il y a les poissons, puisque tu m'as dit une fois qu'aller dans une cave, c'est comme aller sous l'eau, d'une certaine façon. Oui, ben c'est une grotte qui descend, oui. Et puis, tu vois, il y a des images au sol, il y a des insectes, il y a des poissons. C'est-à-dire comme ces images zen, de fois que les poissons ils sont dans le ciel et les oiseaux ils sont sous l'eau, non? C'est un peu ça, tout est un peu bousculé. Mais cette caverne doit arriver au grand espace où on a fait les dîners. Oui, c'était amusant parce qu'on a fait ça en 2 jours. C'était une chose très rapide et très éphémère. Et puis, le but de l'opération, c'était de faire quelque chose qui dure que 2 jours. Que ça soit... Je pense... Souvent, on pense à la pérennité de l'art. Alors, des fois, j'ai fait de céramique ou de peinture que j'essaie, les pigments sont faits pour durer des siècles ou des millénaires. Mais des fois, comme ça, ou comme quelques performances que j'ai faites, ils vont durer que 10 minutes ou un quart d'heure ou 2 jours. Ou je ne sais pas combien de temps ça durait ici, 3 jours. Et ça s'appelait préhistorique dans une cave? Oui, oui. Le sujet, c'était préhistorique cave. In a sea cave. In the sea cave. Oui, in English, it's prehistoric in a sea cave. Oui. Prehistoric in the sea cave. That's nice. Ça, c'était la fin. Et puis là, c'est une performance que j'ai fait. C'est une performance que j'ai fait avec de l'eau et ça s'évapore en 10 minutes. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu dans ton atelier, mais je ne l'ai oui. jamais vu en public. Je l'ai vu là, que dans l'atelier où tu oui. peins et quelques minutes plus tard, la ça peinture disparaît. Tu peux nous décrire comment ça fonctionne? C'est de l'eau et quand c'est mouillé, c'est noir et quand c'est sec, c'est blanc. Alors, je le fais presque tous les jours. C'est un truc d'entraînement de calligraphie, non? Les Chinois utilisaient ça pour apprendre la calligraphie dans les temps de Mao, parce qu'ils avaient épargné de papier comme ça. Et puis, j'ai trouvé l'usine où ils fabriquaient ça. Alors, j'ai fait une performance avec un musicien qui s'appelle Pascal Comelade. C'est un musicien de Perpignan. Et on a fait une performance qui s'appelle l'image fantôme, où on fait ça. Et puis, on voit l'évaporation. C'est-à-dire, je fabrique l'image, puis je m'assois avec le musicien qui joue, et on voit disparaître l'image. Parce que je pense qu'on ne voit jamais apparaître... on voit apparaître les images, mais on ne voit jamais disparaître. On aime beaucoup voir apparaître les choses, mais on n'aime pas les voir disparaître. Et j'aimais bien que l'espace de temps soit la disparition. C'est en fait l'opposé d'une certaine façon avec ces portraits que tu fais, où l'image n'apparaît que le jour après. Oui, c'est exactement. C'est ça, les portraits à l'eau de Javel. Tu peux nous parler de ça? Parce que ça, c'est toute une autre série. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que Zaha Hadid a une fois dit que dans l'art,
il ne faut jamais arrêter d'expérimenter. Et Oui, chez toi, oui. c'est un cas extrême, puisque tu Oui, continues oui. à inventer Oui, des de nouvelles. Mais techniques. ces portraits sont une invention. Bah, je pense que la technique, c'est chaque peintre doit trouver ses propres techniques. Non? C'est sinon, et puis les portraits de l'eau de Javel, c'est une sorte de relation avec la photographie, parce que l'eau de Javel dépeint. Alors j'utilise de toile noire et l'eau de Javel crée de lumière, disons, de blanc sur les noirs. Alors on voit apparaître ces images et puis je travaille à l'aveugle. Le jour après, je vois ce que je fais. Regardez les visages, les gens habillés. Ça, c'était pour notre... voilà, ça, c'est les musiciens. Mais tu peux nous parler des costumes. Les en fait, costumes, ce qui est extraordinaire, c'est- c'est que on est arrivé, moi je me rappelle, on Oui. arrivait, et après, il y avait des dizaines et des dizaines Oui. d'extraordinaires chapeaux Oui. et des costumes, et les gens pouvaient C'est-à-dire, choisir oui. et se transformer, en Oui, fait. Rose avec Eric Tobois de Bangkok et une petite équipe, on a fabriqué ces costumes et ces chapeaux avec des choses qu'on a ramassées à la plage à Majorque, avec des garoubes, des algues, des objets trouvés à la plage. C'était très... Et voilà, ça c'est le dîner. Alors vous voyez, ce qui pense c'est de sobrasada, que c'est une chose qu'on fait à Majorque, une saucisse qu'on fait chez moi. Et puis bon, et puis les verres au fond et tout peint en... Bon, ça se voit un peu. C'était pour 400 personnes. Oui. Et il faut dire que même les Oui. fourchettes, même les Oui, oui, boîtes dans oui. lesquelles... Tu Tout peux parler est- de ça, puisque c'est ça le Gesamtkunstwerk. Oui. Que tous les Oui. aspects étaient Chaque- faits par chaque toi. et détail. toi. Oui, la céramique, c'est fait par les potiers qui travaillent toujours avec moi, Pédécolle à Majorque. Les fourchettes, les couteaux et les cuillères, c'est Rose qui a trouvé quelqu'un qui a fabriqué à Majorque les sets, et puis vous a mis dans ces petites boîtes. Les vins aussi, c'est un vin de mon village, de mes amis, c'est comme ma famille, qui ont fait un vin rouge excellent qui s'appelle Anima Negra, qui était... oui, et les saucisses, c'est aussi la plupart des choses viennent presque de mon village. C'est vraiment de... Oui, on a essayé que tout soit maîtrisé. Et tu peux Voilà. nous parler des peintures parce qu'il y Les avait aussi peintures, des- oui, ben, c'est ça la grande grotte marine. Et puis ces grands verres qui donnent au jardin de la Fondation Bayer étaient barbouillés. Cette année, j'avais fait ça à Beaubourg, à Pompidou. Il y avait cette exposition sur la préhistoire et j'avais fait toute une verrière avec de l'argile dessinée. Mais ici, j'avais fait un argile mélangé avec des pigments bleus pour créer cette ambiance un peu marine, vous voyez, comme ça, avec les poissons qui sortent les escaliers. Et ça, c'est aussi une œuvre d'art éphémère. Ça durait que 3 ou 4 jours et après, c'était disparu. Il y avait un projet d'ailleurs non réalisé, puisque ça m'intéresse toujours. Oui, Les projets Non réalisés, moi des aussi, artistes, oui. parce que nous savons beaucoup Oui. sur les projets réalisés des Oui. artistes et nous savons beaucoup sur les projets réalisés et non réalisés des architectes, parce que les architectes publient sans cesse Oui. le non réalisé, mais les Oui. artistes rarement. Oui. Donc je suis très curieux. Et tu as un projet magnifique non réalisé qui était initialement conçu pour Ah Innoteam. oui, pour Innoteam, c'est qui, vrai. D'une certaine façon, est tout un C'était un bâtiment grand comme pavillon. ça. Est-ce oui. que tu peux nous parler oui. de ça? À Innoteam, ça a fallu exister. Mais vous savez, au Brésil, les choses changent comme les météo, comme le climat. C'était un pavillon de verre, une maison de verre, où on entrait par en bas, c'est-à-dire il n'y avait pas de porte ni de fenêtre, c'était une maison de verre complètement barbouillée de terre, sur laquelle j'avais dessiné comme et la lumière projetait ces images, sur le soleil projetait ces images sur les sols. C'était comme un pavillon, et vu de l'extérieur, c'était comme une maison de terre, parce que là, on voyait pas le verre, on voyait la terre. Mais je le ferai ailleurs. Les projets non réalisés, c'est toujours les plus beaux parce qu'ils sont toujours beaux. Alors que les projets réalisés, ils vieillissent, ils se rouillent, ils se cassent, ils ont besoin d'entretien. Tu peux nous en parler d'autres projets non réalisés à Il y en part a ce plein. pavillon? Ah, tu te rappelles, avec Philippe Pareno, on a un projet avec des céphalopodes, que c'est un projet d'une espèce d'aquarium où on apprend à des sèches à porter des images sur le dos. C'est-à-dire, on apprend à des sèches à reproduire nos images avec sa peau. Et puis on le libère, c'est comme des apôtres, c'est comme une madrasa, comme une école où ils apprennent. Et ensuite, c'est comme un centre, c'est pas un centre de détention, c'est un centre de passage. Tu vas laisser, c'est comme un petit sanctuaire de céphalopodes où les céphalopodes prennent un comportement un peu différent. Et ensuite, on crée un endroit où il y avait un nombre de sèches supérieurs aux autres, comme un écosystème
de sèche, dans des endroits où... et puis, ces sèches, ils auront cette capacité de créer des images, parce que, étonnamment, les céphalopodes savent se passer les images les unes aux autres. En fait, à Monaco, il y a un grand centre océanographique, je pense, et ce serait intéressant peut-être de faire. Mais c'est pour cette raison qu'on parle toujours des projets Oui. non réalisés, c'est Oui. pour les réaliser. Ma question est Oui, toujours... oui, ils finissent toujours pour se réaliser. Oui. Tu sais, j'ai une petite maquette de sculpture que j'ai fait, et après je les oublie, je passe à autre chose, mais toujours il y a un jour qui finit. Et un projet Dans mes carnets, je dois avoir 500 carnets chez moi que tu as vu. Oui. Non? Et dans ces carnets, beaucoup de pages, c'est des projets. Et puis, je les oublie, je ne regarde jamais mes carnets. Mais je n'ai toujours, tu sais, je n'ai dans ma peau, je n'ai toujours quelque part de carnets. Et dans ces carnets, il y a toujours des projets. Voilà, ça c'est un projet de sculpture que je n'ai jamais fait. Tu peux nous en parler? Oui, c'est un projet de sculpture que c'est comme une espèce de figure, comme un voodoo, avec tous les outils de sculpteur plantés dessus, comme une figure de voodoo, non? Tous les outils de l'artiste qui... Et puis un jour je le ferai, mais je le ferai quand j'aurai oublié le projet. Je pense que c'est une condition sine qua non, c'est d'oublier qu'on a un projet. On le fait comme si c'était nouveau. Et après on se dit, mais j'avais déjà pensé ça il y a 30 ans. C'est comme ça que ça marche. Si tu suis le livre, ça ne marche pas. Il faut le faire, ensuite il faut l'oublier, et ensuite on le refait comme si c'était nouveau. Je pense que c'est valable même pour les peintures. C'est toujours comme ça. Mais c'est incroyable, ces cahiers, parce que chez toi, oui. il y a tout un espace dans l'atelier rempli de ces extraordinaires cahiers de voyage que tu as toujours fait. En là, fait. c'est Varanasi, c'est en Inde. On était avec Rosa cet été. Tu vois, et là, c'est les gens qui brûlent les corps à Varanasi. Tu vois, tous les gens qui attendent en juillet. Et les barques. Oui, c'est des dessins comme... Et ensuite, il y a des journaux, des journaux, mais de temps en temps, il y a des projets. Ça, c'est des projets de céramique qui font énorme, que tu peux entrer dedans. Tu vois, c'est des vases dans lesquels tu peux entrer dedans. C'est comme une chape, il y a des fresques, comme une grotte. Ça, c'est non réalisé aussi. Ça, c'est non réalisé. Et c'est comme des connexions de vases dans lesquels tu peux entrer. Mais c'est jamais. On finit par faire... J'ai fait une grotte comme ça à Genève. Mais je voulais justement te demander sur ça, puisque un des projets réalisés, qui était quasiment resté non réalisé, puisque c'était tellement épique. Et c'était tellement improbable. Non? Exactement. Et ce projet, donc ça c'est un cas d'un projet improbable qui est devenu réalité. Qui devient et en plus, c'est lié à la cave ici de Bâle. Donc ça serait bien si tu peux nous en parler de cette saga. Aux Nations Unies à Genève, ils m'ont demandé de faire la salle de réunion des Nations Unies. Alors, j'ai pensé de faire une grotte, que chaque personne, il y a 500 personnes assises dedans, que de chaque siège, on voyait une chose différente et qu'on voit jamais deux personnes voient la même chose parce que, comme c'est des stalactites de couleurs, de chaque point de vue, on voit une conjonction différente. Dès qu'on bouge, ça change la... Alors, j'ai utilisé, je pense, 65 000 kilos de peinture. C'est une chose incroyable de quantité. Ça fait 500 mètres carrés. Ça fait, je sais pas, 50 mètres de diamètre, c'est énorme. Et on a travaillé un an et demi pour le... Alors, j'ai même inventé des machines pour projeter des peintures au plafond. Enfin, c'était très compliqué. Pendant 6 mois, j'ai travaillé et c'était raté. Et après 6 mois, j'ai commencé à faire la chose. Et puis ensuite, on a pu finir après un an et demi. Et puis, bon, c'était une grotte de couleurs qui tombe sur des stalactites qui sont sur la tête. C'est bien parce qu'aux Nations Unies, on voit toujours les gens qui regardent à l'air. Et puis, mais quand je fais toujours l'essai de m'asseoir dans la siège de Monaco, la siège d'Italie, la siège de Mali ou de Guatemala, et on voit des choses complètement différentes. Il y a un morceau que c'est de lapis lazuli, c'est un bleu très spécial, très beau, que ça se voit seulement dans ce endroit, dans ce point. Dans tout, il y a comme un golem de Borges. Vous savez, le golem, c'est un endroit, un seul point dans le monde où on sait tout. Et quand on sort de ce point, on ne sait plus rien. Mais quand on est là, on sait tout. Alors, dans ces points, je ne vais pas vous dire où c'est parce qu'il faut le découvrir. Dans ces points, vous voyez les lapis lazuli magnifiques. Il y a 5 kilos de lapis lazuli quand même. Et c'est le plus beau bleu qui existe. Ça vient de l'Iran. Et je pense que c'est la dernière fois qu'une quantité de lapis lazuli comme ça est arrivée en Europe. C'était même difficile.
Mais ça se voit dans cet endroit des Nations Unies. Si vous y allez, vous faites le test. Et donc, évidemment, c'est un peu l'opposé de la pièce éphémère Oui. de Bâle, puisqu'elle Oui. est très permanente maintenant, avec des tonnes, mais des tonnes. Combien de couleurs il y a? Oui, 60, oui, énormément. Tous les couleurs que j'ai Des trouvées. dizaines de tonnes. Oui, des et dizaines tous de les tonnes. pigments différents que j'ai pu trouver. Ils Et est-ce sont qu'on peut tous la là. visiter? Il y a des heures Oui, oui, d'ouverture? oui, on peut la visiter tous les jours. Mais c'est presque pas. On peut la photographier, mais la photo n'est jamais. C'est une vraie expérience physique d'être là. C'est-à-dire, comme à la grotte Chauvet, on peut faire des photos, mais vous avez dans les photos, vous n'avez jamais. Parce que vous bougez, tout bouge. Ces animaux, ils sont interrelationnés. C'est ça la différence de la peinture à les images reproduites. Parce que quand on voit un livre ou en projection, on a une chose qui ne bouge pas. Quand on est devant une peinture ou quelque chose, si on bouge un millimètre, tout est différent. S'il y a un nuage ou s'il y a une voiture qui traverse la rue, tout est différent. Et c'est ça la grande expérience avec les œuvres d'art. C'est comme les sets, c'est une chose que c'est pas pareil une projection que les vraies. Et un autre projet, d'une certaine façon improbable, qui était quasiment utopique, mais qui s'est réalisé, qui est encore plus grand que Genève, et évidemment le projet avec la cathédrale. Ah oui, oui, à Palma. À Palma, donc ça Oui, serait intéressant, oui. parce que ça c'est un autre projet permanent, donc pour ceux qui C'est vont comme être une à grotte Palma. aussi. C'est comme une grotte. C'est comme une grotte, la cathédrale grotte. Oui. Donc c'est dans le thème de ce soir, donc je voulais te demander de nous en parler. Oui, j'ai fait comme une chapelle de céramique, de terre cuite. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à faire mes céramiques, j'ai commencé en Afrique, et puis ensuite en France, en Italie, à Majorque, j'ai commencé à agrandir mes céramiques, et je me suis dit que ce serait bien si ça devenait des espaces où on peut entrer dedans. Pas comme un tableau qu'on est sous le mur, c'est quelque chose que Et puis, on m'avait demandé de faire quelque chose à la cathédrale de Palma, et j'ai proposé de faire cette chapelle. Alors, j'ai vu que si je faisais des murs énormes en céramique, en bas-relief, ça se fissurait tout seul en séchant. Et j'ai trouvé très beau cette manière cette cassure. Non? Et alors, j'ai fait cette chapelle qui fait 400 mètres carrés, avec des vitraux aussi. Et puis, c'était la multiplication de pain et de poissons, parce que j'ai dû trouver un deal avec l'église, un sujet. Le sujet, c'était la multiplication de pain et de poissons. Ça m'arrangeait beaucoup. C'était un très bon sujet pour moi. Et puis, bon, je l'ai fait, et c'est un miracle, ça marchait. Je suis même étonné encore chaque fois que je la vois. Donc il y a ces projets très permanents, et après il y a ces projets très éphémères. Oui. Et performatifs, comme ici. Oui, oui. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas la première fois que tu fais une telle performance éphémère. Un autre exemple magnifique que j'aime beaucoup, d'une pièce qui disparaît, et Passo Doble, qui était à Bâle, qui était à Avignon. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce travail qui est très entre création et destruction? Passo Doble, c'était un peu la version live de cette chapelle de la cathédrale de Palma. C'est ça. Parce que quand je faisais ça, j'avais montré à Josef Nać, que c'est un danseur hongrois. Je lui avais montré un film auquel on me voit donner des coups de poing sur l'argile. Alors il m'a invité à Avignon, parce qu'il était l'artiste invité au Festival d'Avignon. Il m'a dit, on pourrait faire quelque chose ensemble. Et au début, j'ai pensé que lui allait être sur le public. Alors, lui est notre danseur, il commençait à se rouler sur l'argile, et c'était horrible. Je me rappelle que j'étais de l'eau avec un tuyau, tu vois, de rosage, et Josef Nać à poil, et un autre gars, une fille, ils se roulaient sur l'argile lentement, comme danseur. Mais c'était hideux, on aurait dit un spectacle de Las Vegas de mauvaise qualité. Tu vois, c'était vraiment épouvantable. Et après, je lui ai dit, non, ça ne va pas. Et puis, on essayait nous-mêmes, et comme on parlait souvent de foot, je lui ai dit, tu sais, il lui a dit, essaye, je te jette une vase frais, essaye de lui donner un coup de tête pour marquer un but, tu vois, comme ça, avec la tête. Et j'ai jeté à l'air, il a fait PAM, et la peau est restée collée à sa tête. Et waouh, et ça, c'était tellement beau, tu vois. Alors j'ai dit, on a quelque chose avec ça. Et on a continué avec, tu sais, puis on a fait un mur, voilà, c'est comme ça qu'on a. Et puis, je me disais, j'avais vu ces images, des grands murs d'argile, et j'en ai des coups de pied, de poing derrière, et on voit c'est gonflé, tu vois, quelque chose, après ça s'ouvre, et ça devient un poisson, ou ça devient... Et puis on a refait ça en direct, et c'était bien, et c'était agonique. On arrivait à la limite de notre résistance physique. C'est-à-dire, à Avignon, on a fait ça une année qui faisait très chaud, 2007, ou, je sais pas, il faisait très, très, très chaud, c'est 45 degrés.
Et puis, Joseph, il m'a dit, enfin, à la fin, je dessine avec une espèce de cutter que je dessine. Et je pensais que j'avais trouvé le fer, mais c'était Joseph Natch. Alors j'ai vu qu'il s'effondrait. Et j'ai pensé, mon Dieu, je l'ai tué, je lui ai cassé la nuque. Alors j'ai fallu m'arrêter. Tu sais, je pensais, il ne m'arrive que des choses pas possibles. Il n'y a qu'à moi qui arrive toutes ces merdes. Et puis j'ai pensé, tu sais, c'est fini, il reste qu'une minute et je ne pouvais plus, mon cœur... Non, c'était d'une intensité, tu oui, l'as vu à oui, Londres. Oui. Ouais, Mon marchand, Bruno Bischofberger, pensait que j'allais me suicider en public, il m'a dit une fois. Il pensait que je voulais me tuer comme Mishima, devant tout le monde. Alors j'ai pensé, j'ai tué Natch, ça va sortir dans tous les journaux du monde, mais vraiment, ce n'est pas possible. Alors à la fin, je dois faire un trou pour lequel je m'échappe, tu vois. Alors je voyais Natch qui ne bougeait pas, et je pensais, mon Dieu, je faisais mon trou, et il ne bougeait toujours pas. J'ai passé, et alors j'ai pensé, là, je vais sortir, je vais éteindre la lumière, et on va appeler, la police, ou je ne sais pas qui va appeler. Et là, j'ai vu qu'il commençait à bouger, Joseph Natch, avec 2 minutes de retard. Pour un danseur, c'est énorme. Il n'a même pas 2 secondes de retard. Il est comme une montre, tu vois, toujours à l'heure. Alors après, je lui ai dit, il m'a dit, on a vu qu'il y avait une petite blessure. Et je lui ai dit, tu sais, j'avais peur que tu sois mort. Et il m'a dit, je m'en fous, je suis prêt à mourir tu vois. Il est vraiment comme ça. Il m'a dit que son village, c'est le village qui a plus de suicides de la Terre. Alors pour lui, mourir ou pas mourir, c'est presque, tu vois, j'y pleure ou pas. Sinon, c'était très impressionnant. Mais il est aussi venu, parce que heureusement, il a survécu, donc il est venu nous voir quand on a fait cette... Puisqu'on fait ce livre, comme je vous ai dit au début, on fait ce livre avec Miguel où on parle à tes collaborateurs. Et c'est assez magique, en fait, puisque chaque fois, on fait une interview avec toi et arrive un visiteur. Arrive Nancy avec Modiano, prix Nobel de la littérature, avec Nancy, le grand philosophe. Et Natch est aussi venu dans ce contexte. Et donc ça nous ramène à ma dernière question, puisqu'on a parlé de beaucoup d'aspects de ton œuvre, mais on n'a pas parlé des livres. Et pour moi, c'est toujours fondamental le livre, puisque quand les artistes s'intéressent aux livres, produisent des livres, c'est un médium très important. Et le livre d'artiste reste. Il y a d'ailleurs l'exposition de Ettore Spalletti, ici à Monaco, le grand Ettore Spalletti. Et, je me rappelle d'ailleurs avec grande tristesse de sa disparition. Il faut qu'on se souvienne ce soir de Ettore et qu'on lui rend hommage. Et évidemment, Ettore, quand on l'a visité, on a vu cette obsession qu'il avait pour le livre. Il a fait des livres d'1 page, des livres de 2 pages, il a fait des dizaines de livres d'artistes. Et chez toi, il y a très fortement cette importance d'ailleurs du livre. Tu as d'ailleurs aussi collectionné la collection de livres de Paul Bowles. Oui, j'ai hérité de la bibliothèque de Paul Bowles. Mais ça, c'est une autre histoire qui a un rapport avec l'Afrique et tout ça. Mais comme Paul Bowles avait 90 ans, il m'a légué sa bibliothèque parce qu'il est mort à Tanger et puis il ne voulait pas être... C'est comme disait Laurence d'Arabie, il disait, il cesse d'être américain mais il ne devient pas arabe. Tu vois, alors il vivait à Tanger, mais alors j'ai eu sa bibliothèque. Et c'est très beau parce que sa bibliothèque, c'est en toutes les langues que je sais lire. Et puis tous ces auteurs de Binnick, tous ces amis Binnick, tu sais, que Giesbeck avait 2 notes, c'est magnifique, c'est très beau ça. Et ensuite, il a lu en français, en espagnol, en arabe, je ne le lis pas, mais il y a tous ces... Et puis toute son œuvre à lui, et puis tous les amis de sa femme, de Jane Bowles, de Capote, Tennessee Williams, avec des dédicaces magnifiques. Non, c'est très beau. Mais je ne suis pas bibliophile, mais j'ai ça comme une espèce de... un cadeau d'un ami, tu vois. Parce qu'avec Paul Bowles, je l'ai visité pour faire... On m'avait demandé, un éditeur français, de faire un livre. Il m'a dit, tu dois trouver un critique d'art pour faire un livre sur toi. J'ai dit, je ne veux pas un critique d'art, je veux prendre un poète. Et je vais prendre Edmond Jabès, qui c'était un poète égyptien qui vivait à Paris. Mais Edmond Jabès est mort à ce moment-là. Alors j'ai dit, alors Paul Bowles, je ne connaissais pas Paul Bowles. J'avais lu Paul Bowles, mais je ne le connaissais pas. C'est un Binnick qui vit à Tanger. Et puis l'éditeur lui a envoyé mes catalogues et Paul a aimé l'idée d'un peintre qui vit en Afrique. Je l'ai visité, on est devenus très amis. J'allais le voir, on fumait des kiffs et il me racontait des histoires. Et Paul, il faisait ça, il racontait des histoires, il demandait à des gens de raconter des histoires qu'il transcrivait. Tu vois, Mohamed un Rabbet,
que c'est un gars de Tanger, analphabet. Il est devenu connu dans le monde littéraire. En étant analphabet, il a publié 10 livres que Paul a transcrits, des histoires, tu vois, de Marrakech. C'est très beau. C'est un vrai bidnik qui vivait comme un bidnik jusqu'à la fin de sa vie. Et puis pour moi, c'était un grand... J'aimais beaucoup comme modèle de vie, tu vois. Un homme qui vit avec cette grande liberté, qui fait... Puis tu sais, c'était une vie extraordinaire, la vie de Paul Bos. C'est autour de lui que tout le mouvement bidnik a fertilisé. Kerouac, Burroughs a fait de Naked Lunch chez lui, c'est même Paul qui a... Enfin, Brian Gysin, tous ces grands... Pour moi, c'est un peu une des références principales, c'est ce mouvement bidnik. Et en Europe aussi, comme Ogier-Ras, tu connais que j'ai... Enfin, mais bon, ça nous amène aux livres et à nos références. C'est-à-dire que comme je suis un insulaire, les livres, pour moi, c'était une source de connaissances. Je n'avais pas accès au grand musée, alors tout me venait par les livres. Et c'est encore ma source principale de connaissances, c'est les livres. Les livres et voir les choses directement. Et tu as fait beaucoup de livres, toi, maintenant. Oui, j'aime beaucoup. Par exemple, sur les caves, il y a un livre d'artiste. Et j'ai trouvé ce tout premier livre que tu as fait. Je voulais que tu nous en parles, parce que c'est assez extraordinaire. C'était une des premières expositions en 82. Voilà. C'est ma première exposition à Barcelone. Donc, dehors de mon île. Tu peux nous parler, c'est un vrai livre d'artiste. C'était la même année que j'étais invité à la Documenta de Kassel, c'est-à-dire c'est un peu une année clé pour moi. Et quand j'ai fait cette exposition, c'était au mois de mai. Alors, quand l'expo était prévu, était organisé, je n'étais pas encore invité à la Documenta. Probablement, s'ils avaient su, ils auraient investi un peu plus. mais je me rappelle que je vais faire un catalogue et le titre de la galerie m'a dit « On a de l'argent pour faire une carte postale ». C'est tout. Mais avec l'argent de la carte postale, j'ai pu faire ça parce que je suis allé à l'imprimerie moi-même, à Palma, et j'ai dessiné moi-même tous mes tableaux en parent. C'est-à-dire, j'ai pensé faire comme une caricature d'un catalogue. C'est-à-dire, de chaque tableau, j'ai fait sa version dessinée. Et j'ai séparé les couleurs. Tu vois, c'est une quadricomie dans le littéral. C'est rouge, magenta, bleu, cyan et noir. Alors, j'ai fait tous mes tableaux de l'exposition en parent, avec le titre derrière. C'était comme un pseudo-catalogue, mais j'aimais bien les relations un peu dérisoires avec les catalogues. Parce que tu sais, aux années 70-80, les catalogues sont devenus tellement horribles, comme les catalogues de Sotheby's, tu vois, ces objets un peu de luxe. Alors je l'ai fait avec comme un truc pour enfants. Mais les sujets, vous voyez, c'est un autre portrait, une chauve-souris sur un piano, une négresse, une moto et un chien qui pisse. Ça, c'est un autre portrait qui s'appelle Job et Chantemont. C'est moi en train de pisser en l'air. Et ça vient d'un point de vue de Rimbaud, qui dit « J'irai pisser vers le ciel très haut et très loin avec la permission des grands héliotropes ». Ça, c'est Rimbaud. Alors, bon, on dirait punk, parce que c'est la période de punk, mais c'est quand même Rimbaud. Et ça nous ramène au livre. Et là, il y a ça nous ramène à Bayelar, à la nourriture. Oui, il y a même une nature morte à la fin. Mais tous les tableaux de l'exposition sont ici. Et maintenant, on travaille donc sur ce nouveau livre d'artiste qui va... Tu peux nous en parler, parce que ça, de nouveau, tu l'utilises le livre comme un médium, il y aura des feuilles dedans. Oui, on a fait un livre avec Hans Ulrich, plusieurs conversations, comme ce soir, transcrites. Et ensuite, on a fait, pour l'instant, parce que c'est un livre qui évolue, il y a un volume qui est que des tests sans aucune image et un volume qui c'est que d'images sans aucun test. Et dans ce livre d'images, il y a des feuilles de figuier, de laine de mouton, des écailles de poisson, des objets. On trouve comme des marque-pages que c'est des objets de... Bon, c'est un peu difficile quand il s'agit d'en faire 3 ou 4 000, mais et puis, mais les éditeurs sont partants. Et patients, oui. Et ce qui est formidable, c'est que pour le livre, j'ai d'ailleurs 2 dernières questions. Pour le livre, il y a évidemment ce rapport que tu as avec les écrivains, les livres que tu as fait en collaboration avec les écrivains. Oui. Et on n'a pas le temps pour parler de tous, mais je voulais parler d'une de ces collaborations, d'un de ces dialogues, c'est Édouard Glissant. Parce que pour moi, Édouard Glissant est l'auteur le plus important pour le XXIe siècle, puisque Glissant, qui était de Martinique, qui a vécu beaucoup de temps en France et aux États-Unis, il a réalisé très tôt que nous vivons une époque de globalisation. Ce n'est pas la première fois que le monde a une globalisation. L'Empire romain était une globalisation, mais il a compris que c'était
le moment de globalisation le plus violent. Et donc c'est ce moment-là qui nous amène à la crise écologique, à la disparition, à l'extinction d'ailleurs des espèces, à l'extinction de beaucoup de phénomènes culturels, la disparition de langues. Mais Glissant a compris très tôt aussi qu'il y avait cette contre-réaction contre la globalisation homogénéisante, qui sont les nouveaux localismes, comme dit Bernard Stiegler. Cette idée du localisme qui ne comprend pas qu'on peut être local sans être localiste. Cette idée d'une nouvelle forme de nationalisme, une nouvelle forme de racisme, une nouvelle forme de manque de tolérance qu'on peut observer partout. Donc Glissant a compris qu'on était dans ce double truc et qu'il fallait inventer un tiers chemin qu'il appelait la mondialité. La mondialité. Et toi, tout le monde. C'est ça. Et toi, tu as participé d'ailleurs à notre projet sur Glissant avec un magnifique portrait. Donc je voulais savoir... Oui, on a fait une chose avec Glissant qui c'était très beau. Il a fait l'opéra de tout le monde, l'opéra Chaos, opéra de tout le monde. Il a invité que des poètes insulaires. Et beaucoup étaient en français, mais de partout. Alors, je suis allé entendre, je ne suis pas poète, mais il m'a invité à réciter des poèmes de Majorque. Alors, j'ai récité des poèmes de Ramon Llull, des poètes que je sais par cœur, parce que les poèmes que j'aime, je sais toujours par cœur. Alors, j'ai récité des poèmes de Michel Baussat, de Blay Bonnet, de Ramon Llull. Et puis, je sais, dans toutes ces salles, il n'y avait personne qui comprenait ce que je disais. Même pas une personne. Tu vois, je regardais les spectateurs, tu voyais quelqu'un jouer une sorte de musique, et j'ai trouvé magnifique. Et tu sais, et puis à Martinique, il y a différents dialectes de Martinique, il y avait Glissant, il y avait ses amis de poètes des îles, tu vois, comment il s'appelle, un autre écrivain de Martinique, Valser. Derek Walcott. Ensuite... il y a Jamanzo, Patrick. Oui, et puis qui habite à Paris. Enfin, c'était des poètes insulaires. Je pense qu'il y avait un Corse. Il y a de Pestre aussi. Oui, et puis c'était une très belle soirée chaotique, mais on écoutait sans comprendre. Je pense que c'était assez beau. J'avais une toute dernière question qu'on avait d'ailleurs dans la même série de conversations dont fait partie celle de ce soir. On avait fait à la Serpentine la conversation avec Marina Abramovic et on l'avait terminée sur cette histoire, c'est d'ailleurs lié à la littérature, la fameuse histoire de Rainer Maria Rilke qui dans son petit livre magnifique donc conseille à un ou une jeune ou à des jeunes poètes. Oui. Et je vois plusieurs jeunes artistes ici, donc je me suis demandé ce qui en 2019 serait un conseil à un ou une jeune artiste. Moi, Miro m'avait dit qu'il faut travailler beaucoup. Il faut travailler beaucoup. J'ai toujours pensé, il se disait à lui-même, tu sais. Alors je l'ai pris comme dire, il faut partir. C'est l'heure de partir. C'est ça que je me suis dit. Merci beaucoup. Merci Miguel. Merci.